Bienvenue dans ce nouvel épisode avec Jean-Marc où on va parler de la procrastination. Qu'est-ce que c'est la procrastination et quels sont les symptômes et quels sont les remèdes? Donc voilà, Jean-Marc, c'est un sujet qui te tient à cœur, mais je pense que c'est quelque chose qui nous tient tous à cœur parce qu'à un certain point, on peut dire que tout le monde passe par là. On a cette habitude de procrastiner, je dirais. Ouais, mais si on commence d'abord par définir la procrastination, pour toi, personnellement, c'est quoi la procrastination? Bon, c'est simple, hein. La procrastination, c'est cette tendance à remettre à demain ce qu'on est supposé faire aujourd'hui, tout simplement. OK. Ouais. C'est ça. Exactement. J'aime bien la manière dont tu le dis. Essayer de retarder l'inévitable parce que c'est quelque chose que tu dois faire, c'est quelque chose que tu as planifié de faire parce que c'est important pour toi. Donc, retarder l'inévitable. Je dirais, c'est pas seulement un problème qui est liée à la volonté de faire. Mhm. Mais elle est vraiment liée à la manière dont notre cerveau fonctionne. Notre cerveau a tendance à vouloir faire des choses pour avoir une satisfaction immédiate. Or, quand on travaille par exemple sur un projet, la satisfaction n'est pas, ou la réalisation n'est pas nécessairement immédiate. Donc, la procrastination, c'est une manière pour nous de gérer le stress, si je peux le dire comme ça. Parce que le cerveau te dit, ah, quand tu le fais, il faut vraiment que tu aies le résultat immédiatement. Or, quand tu penses à quelque chose, par exemple, si tu écris quelque chose et tu te rends compte que la tâche est énorme, je ne vais pas nécessairement avoir le résultat immédiatement, ton cerveau te dit, tu peux faire ça plus tard. Comme tu l'as dit, c'est l'inévitable, tu vas finir par le faire. Donc, mieux vaut le faire directement plutôt que plus tard. Donc, Voilà. en quelque sorte, la procrastination est liée au stress. Oui, je dirais d'une certaine manière, oui, elle est liée au stress parce que euh, tu as peur peut-être de faire quelque chose ou peut-être tu es stressé parce que tu as besoin d'une certaine perfection. Et je dirais, les procrastinateurs, les plus grands procrastinateurs sont des perfectionnistes. Donc, ils se disent, c'est peut-être pas le moment parfait pour le faire. Ou c'est peut-être pas les ressources parfaites pour le faire. Ou peut-être que je suis pas assez parfait pour le Mhm. faire. Donc, il y a toutes ces questions qui reviennent. Et donc, oui, c'est lié au stress. Mhm. Parce que j'étais en train de lire un peu sur le sujet et je me suis rendu compte que le mot qui revenait tout le temps, c'était le stress. C'était le stress, mais pas nécessairement le stress lié à l'activité qu'on doit faire, mais parfois aussi des stress qui n'ont rien à voir avec ce qu'on doit faire. Par exemple, je dois rédiger un projet et je sais que c'est important. Je dois rédiger un projet pour un client, par exemple, et je sais que c'est important. Les clients attendent ça. D'un autre côté de ma vie, il y a des choses qui me stressent. Parfois, peut-être que j'ai des stress liés aux finances, j'ai des stress liés à la relation, à la famille. Ça peut être de stress qui n'ont rien à voir en fait avec le projet que je dois me mettre à travailler. Mais c'est comme tu as dit, le cerveau veut une gratification immédiate, non? Et je me dis, ben, voilà, si je me mets à travailler sur ces projets-là, avec tout le stress que j'ai, je ne reçois en fait aucune gratification immédiate maintenant. Donc, ce que je pourrais faire maintenant, c'est peut-être aller sur les réseaux sociaux, regarder un film, faire en fait des choses qui n'ont rien à voir avec le projet. Mais c'est pas parce que j'ai peur du projet, mais simplement, c'est comme tu as dit, je cherche une gratification immédiate maintenant. Et avec tout le stress que j'ai, je me dis, en tout cas, travailler sur ces projets n'est pas la bonne chose à faire maintenant. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui, tu as vraiment touché un point important et ça me pousse un peu à parler de la dopamine. Tu sais, la Mhm, dopamine, c'est cette molécule de la motivation et du plaisir, c'est-à-dire mhm, cette molécule qui te pousse à faire quelque chose pour avoir une gratification immédiate. Les études ont prouvé que quand le niveau de dopamine est bas, tout paraît ennuyeux ou difficile à accomplir. mhm, Donc, si votre cerveau n'accomplit pas ou n'anticipe pas une récompense, il n'a pas envie de commencer. Et donc, mhm, on a tendance à aller dans des choses qui te donnent une gratification immédiate, comme regarder une photo, la photo d'une fille qui danse sur Instagram, mhm, ou mhm, encore
scroller dans les médias sociaux. C'est la dopamine qui est en train d'agir pendant ce moment-là. Et donc, c'est une question de décision. Comme tu sais, le cerveau a beaucoup de parties, hein. Il y a la partie émotive et puis il y a la partie décisionnelle au niveau du cortex préfrontal. Et donc, c'est une question de se dire comment j'active ma partie décisionnelle du cerveau. Comment je l'active. C'est une question d'être conscient du fait que, voilà, en ce moment-là, la raison qui te pousse à procrastiner, c'est la partie du cerveau émotive qui est en train de te commander en ce moment. Et c'est la dopamine qui est sécrétée. Maintenant, il faut prendre une décision pour dire j'arrête de réagir sur base de ce que ma partie émotive, la partie émotive de mon cerveau me commande et je décide de faire quelque chose. Je fais consciemment le choix d'utiliser mon cerveau décisionnel. J'aime une définition d'un chercheur américain, j'ai oublié son nom. Il a dit que la procrastination, en fait, parce que quand le dictionnaire le définit, comme tu l'as dit au début, essayer d'éviter, en fait, ou de remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Et lui, il a amené cette définition où il a dit la procrastination, c'est un désir subconscient de se sentir mieux maintenant. C'est un désir subconscient. Parfois, on n'est même pas au courant qu'on est en train de procrastiner jusqu'à ce qu'on se retrouve, les heures sont passées ou les jours sont passés, on n'a pas fait ce qu'on devait faire. Par notre subconscient, on a ces besoins. C'est comme cette recherche de dopamine dont tu es en train de parler. C'est-à-dire qu'on est en train de chasser la dopamine. On en a besoin. On est en train d'aller chercher la dopamine. Tout ça est lié à ces stress-là qu'on a, par exemple, dans d'autres compartiments de notre vie. Et ça nous affecte maintenant parce que maintenant, là, ce n'est pas vraiment le moment d'aller faire quelque chose d'important. Maintenant, c'est le moment pour moi de me sentir bien. C'est-à-dire que je vais peut-être faire des choses qui n'ont rien à voir avec le projet important, juste pour que je me sente bien. Et tu penses que c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, c'est quelque chose qui est vraiment dans le subconscient? Ça, c'est une très bonne question. Est-ce que c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas? Je dirais que notre cerveau, c'est notre plus grand chef d'orchestre dans nos décisions journalières, nos décisions. Je pense qu'il y a moyen de contrôler ça. Je pense qu'il y a même des exercices qu'on peut faire pour soit augmenter ou diminuer le niveau de dopamine. Tu vois, ceux qui décident, par exemple, de se défaire d'une mauvaise habitude, c'est une décision qu'ils prennent. C'est des exercices, ils se soumettent à un certain nombre de pratiques pour soit diminuer le niveau de dopamine. Et je sais pas, je suis pas spécialiste en neurosciences. Je me base uniquement sur ce que je lis et ce que j'entends. Non, mais je comprends par là c'est que c'est comme tu dis, on peut changer ça, mais il y a aussi une partie de notre subconscient qui nous pousse dans ce domaine-là. Par exemple, on touche à notre téléphone à tout moment. Parfois, maintenant, c'est devenu une action que l'on ne contrôle pas nécessairement. C'est vrai que parfois, on a envie de regarder quelque chose, par exemple, lire un message. La plupart du temps, c'est de manière subconsciente que on touche à notre téléphone. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Comme on dit, il y a toujours un moyen d'arrêter ça. Je crois qu'on va parler de solutions après. Oui, j'ai envie de dire qu'il y a des choses qu'on fait par réflexe. Il y a des choses qu'on fait parce qu'on n'y pense pas. Par exemple, quand tu te réveilles le matin, tu vas brosser les dents. Ça devient comme une sorte de réflexe. Tu te dis, OK, quand je me réveille le matin, la première chose que je fais, je sais pas, je regarde mon téléphone. Beaucoup de gens regardent leur téléphone quand ils se réveillent le matin. Après, ils vont prendre une douche. Après, ils descendent à la cuisine pour faire un petit déj. C'est pas comme si tu planifies ça. Tu planifies pas. Je vais faire le petit déj. Je vais me laver je vais me brosser les dents. Mais pour te rejoindre un peu, oui, c'est un peu de manière subconsciente qu'on le fait et c'est ça. Ça devient comme une sorte de réflexe qu'on a sans nécessairement réfléchir. Un autre point que je voulais aborder, c'est la façon dont on a de se qualifier nous-mêmes de procrastinateurs. Moi, parfois, il m'arrive de m'appeler moi-même un professionnel, un procrastinateur. Et c'est toujours important de
de faire la différence entre une habitude et une identité, je pense. Parce que quand on s'est dit, quand on s'est dit qu'on est procrastinateur, on le confesse, on le dit. Donc, ça veut dire que nous sommes en train de nous approprier ces mots comme si c'était notre identité. Ce qui est vraiment pas bien. On doit être en mesure de faire cette différence, de savoir que il peut m'arriver de procrastiner parce que c'est peut-être une habitude, mais ce n'est pas vraiment mon identité. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, je suis d'accord avec toi. La procrastination, c'est plutôt une habitude et c'est pas une identité. Et parfois, on tombe dans ce piège-là de se, de se mettre dans la peau, disons, de s'approprier ce terme procrastinateur. Oui, c'est plutôt une habitude dont on peut se défaire à travers des décisions intentionnelles. Donc, c'est c'est vraiment important. Je voulais vraiment mettre ça là que l'on sache parce que j'ai aussi des amis, vous faites un plan et il te dit déjà que lui, c'est un procrastinateur, tu vois. Donc, c'est vraiment important de savoir faire cette différence-là, que ça ne devienne pas notre identité, mais plutôt qu'on réalise que c'est une habitude et il y a toujours une façon, il y a toujours des choses à faire pour changer une habitude. Parce que c'est très difficile de changer une identité. Hein. C'est vraiment difficile. Oui, c'est vrai. Hein. On ne peut pas changer sa race, par exemple. Ouais. Donc, c'est important de faire cette distinction, de se dire que voilà, ça, c'est juste euh, une habitude et non une identité. Ouais, j'ai aimé c'est dont on a discuté jusque-là parce que ces liens-là on fait entre le stress et la procrastination, c'est vraiment important parce que c'est important que les gens se disent, à chaque fois qu'on est en train de procrastiner, d'abord de savoir que ce n'est pas une identité, c'est une habitude et de se poser la question de savoir qu'est-ce qui est en train de nous stresser actuellement. Sinon, on va penser peut-être que c'est le projet qui nous stresse, ou c'est les appels que je dois faire qui me stressent, ou parfois c'est cette dissertation que je dois remettre à l'école qui me stresse. Mais en réalité, peut-être le problème peut être ailleurs. C'est autre chose qui est en train de nous stresser. On n'a pas vraiment le temps de se concentrer à faire quelque chose de productif. Parce qu'il y a un stress quelque part derrière notre cerveau. On préférerait plutôt en train de naviguer sur les réseaux sociaux, d'avoir cette gratification, cette dopamine dont tu as parlé maintenant. C'est intéressant. Moi, je pense que, comme tu l'as dit, hein, il faut chercher à comprendre les raisons qui nous poussent à procrastiner avant de chercher les solutions. Et ça, c'est vraiment au niveau personnel. J'ai fait une petite réflexion et puis j'ai fait un peu des recherches sur les différentes raisons qui peuvent nous pousser à procrastiner. Et l'une des raisons, c'est la mauvaise estimation du temps. Beaucoup de gens, quand ils ont un projet ou une activité à mener ou une tâche importante à accomplir, estiment mal le temps. Soit ils sous-estiment le temps que ça va leur prendre pour accomplir cette activité, soit ils surestiment. Et dans le cas de surestimation de temps, ils se disent, bon, j'ai beaucoup de temps, donc je peux le faire. Par exemple, je suis sûr que tu as fait face à cette situation. Quand tu écris une thèse, tu vois, quand tu dois soumettre un devoir important à l'université, moi, je suis souvent tombé dans ce piège-là. On nous dit, OK, vous avez un mois pour soumettre le travail. Et donc, j'avais toujours tendance à repousser parce que je surestimais le temps qui me fallait pour accomplir cette tâche-là. Et avant que je m'en rende compte, à 2 semaines avant la soumission du travail, je me dis, waouh, c'est là que je me surprends en train de me dire, il faut que je commence le travail. Et donc, il faut comprendre les raisons. Et donc, il faut vraiment être au courant de ça. L'une des raisons, c'est vraiment la surestimation. La mauvaise estimation c'est important de prendre conscience de ça. Il y a d'autres raisons aussi, hein. Je suis sûr que tu en as. Je peux avoir 3 mois pour rendre une dissertation. Je te dis, je veux commencer à travailler sur la dissertation 2 semaines avant la soumission. Et je peux bien faire les choses. Je peux dire, OK, j'ai 3 mois, je dois commencer maintenant. Et je vais toujours me dire, ouais, j'ai encore le temps, jusqu'à ce qu'il reste 2 semaines, jusqu'à ce qu'il reste 1 semaine. C'est à ce moment-là vraiment que mon cerveau devient le maître. Il commence à travailler
et c'est quelque chose que je suis vraiment en train d'essayer de changer. Ça a été difficile de changer. Qu'est-ce que tu as d'autre pour les raisons de procrastination? Moi, j'avais juste le stress. Et il y a la paresse Oh, aussi. OK. Tu vois, donc tu es Paresse. là, tu dois par exemple soumettre des factures ou tu dois traiter des factures et tu as juste la flemme, quoi. Mhm, Parce que ça, encore une fois, ça revient à la dopamine. mhm. Quelle est la gratification que le Ouais, fait de traiter les factures te donne immédiatement? Il n'y a ouais, aucune c'est vrai. gratification. Tu te Mhm, dis, si je soumets les factures, mhm, si par exemple les factures des fournisseurs mhm, de services, tu ne bénéficies pas directement de ça. Et donc, tu as juste la flemme, la paresse. mhm. C'est important de le dire parce que, bon, Mais comment ça peut revenir au stress. ouais. Ça peut aussi revenir encore au stress pour dire que voilà, j'ai d'autres choses qui me stressent maintenant. J'ai besoin d'une gratification maintenant plutôt que de travailler. Peut-être, ouais, bon, la paresse peut être aussi une raison, mais souvent derrière la paresse, il y a toujours une autre raison. Il y a C'est toujours vrai. une autre raison et il faut toujours aller trouver cette raison derrière la paresse. Pourquoi je suis paresseux quand il s'agit de travailler sur ces projets? Peut-être Ouais. que c'est pas mon identité d'être paresseux, c'est juste que j'ai des choses derrière la tête, j'ai des choses qui me dérangent, j'ai des trucs qui me stressent, je suis anxieux, par exemple, par rapport à quelque chose qui doit arriver. Et en ce moment, ce n'est pas le moment pour moi de me focaliser sur ces projets. C'est comme le fight and freeze Mhm. response. Cette réponse qu'on a face au danger, ça veut dire face au stress. Quand tu es dans la forêt, par exemple, ça c'est depuis l'être humain, des milliers d'années. Si tu vas avec l'évolution, par exemple, c'est-à-dire qu'on est dans une forêt, il y a les lions qui apparaissent. C'est-à-dire on a juste que trois réponses face à la situation. La première, c'est de se battre. La deuxième, c'est euh, flight, c'est de fuir. Ouais. Et la troisième, c'est freeze. On est stoppé, on n'a rien à faire. Ça arrive à d'autres personnes face à un problème. Par exemple, on a vu des gens tomber, par exemple, parce qu'on leur a donné une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que face à cette situation-là, il y a le choix. Tu peux soit te battre, soit fuir, soit euh, you freeze. Freeze en français, c'est quoi? Euh, Donc, tu restes inerte, ouais, tu restes l'inertie. immobilisé. On peut dire ça comme ça. Mhm. Donc, c'est face à toute situation, face à tout danger, face à tout stress, on a toujours ces trois réponses-là. Et la procrastination tombe dans l'immobilisation, dans l'inertie. C'est là où on classe la procrastination. Ça veut dire que oui, derrière la paresse, il y a une raison. Il y a ces stress-là. Et la réponse que nous, on a choisie, c'est l'inertie. Je suis dans la forêt, il y a les lions qui apparaissent, c'est l'inertie. Je suis immobilisé parce que je ne sais plus quoi faire. Mon cerveau est inerte. Mhm. Ou sinon, je peux commencer à fuir. Ça, c'est une autre réponse. Je peux commencer à courir. Ou sinon, je suis dans la forêt, j'attends l'herbe bouger. Je ne vais pas aller voir qu'est-ce qui se passe. La première réponse, c'est soit je dois fuir, soit je dois me préparer à me battre. Certaines personnes, c'est l'inertie. On est paralysé. Puis on n'a pas une réponse à la situation. Et dans ces cas-là, la paresse peut être juste un symptôme qui cache la vraie maladie derrière. Et Mhm. la réponse, parfois, pour les autres, c'est cette inertie et ce qui est la procrastination. Ça veut dire que j'ai un problème, j'ai un stress, je dois peut-être me battre, faire quelque chose pour ça, ou je peux fuir, donner la situation, ou sinon, c'est l'inertie, je ne fais rien, c'est la procrastination, je ne fais rien, le temps passe, et la situation me mange. Parce que si c'était un lion, par exemple, dans la forêt, et toi, tu es inerte, tu ne fais rien, tu vas être mangé. Donc, moi, je pense Oui, que tu as raison par rapport à ça, mais il peut y toujours avoir une autre cause derrière ces symptômes. oui. Pendant que tu parlais, j'étais en train de réfléchir à d'autres causes derrière le symptôme de la paresse. Mhm, Et je me dis que le manque de ressources ou de compétences face à une situation donnée peut causer justement cette paresse. mhm, Par exemple, si tu as une idée, tu te dis, OK, je vais lancer un podcast. Tu ne fais que... Moi, ça m'est arrivé, hein, parce que, et là, je mhm, parle de ma propre histoire. Lancer un podcast demande
des compétences, ça demande des ressources. Donc, pendant longtemps, j'ai retardé cette initiative, tout simplement parce que j'avais pas les ressources pour. Et donc, je dirais, la paresse, là, derrière la paresse, il peut avoir le manque de ressources ou le manque de compétences. Et donc, il faut toujours chercher à comprendre qu'est-ce qui vous ennuie ou qu'est-ce qui vous rend paresseux pour faire une action qui est importante. Et ça peut être le manque de compétences. Donc, il faut chercher à développer cette compétence-là pour éviter la procrastination. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, j'aime ça. J'aime ça parce que c'est vrai, en fait. Parce que souvent, il nous arrive de retarder certaines histoires parce que on se sent peut-être pas à mesure, on se sent peut-être pas capable ou on se sent pas à la hauteur. Il y a aussi un problème de confiance en soi. On peut dire ça aussi. Il y a aussi un problème de confiance en soi parce que on a vu d'autres personnes. Aujourd'hui, si tu prends la liste de gens qui ont réussi dans la vie, la majorité, ce n'est pas des gens vraiment, on peut dire, compétentes dans ce qu'ils sont en train de faire. Mais c'est peut-être des gens qui avaient plus confiance en eux, qui ont foncé. C'est-à-dire, ils ont eu le choix entre se battre, fuir ou être paralysés. Ils ont choisi peut-être de se battre, tu vois. Et ça aussi, c'est important. C'est comme tu as dit. Et comme je disais au début, c'est important toujours de faire cette évaluation, de se dire, OK, qu'est-ce qui me stresse? Là, on revient encore au stress. Parce que quand on dit, OK, si je suis en train de procrastiner, je me pose la question, qu'est-ce qui me stresse? OK, le manque de ressources me stresse. Le manque de compétences me stresse. Et c'est ce qui fait que je suis en train de procrastiner. Et c'est toujours important d'aller toujours dans le cause, aller résoudre le problème qui sont vraiment enfouis. Par exemple, les sources, on peut peut-être demander de l'aide à quelqu'un ou on peut voir comment est-ce qu'on peut trouver des ressources. Les compétences, on peut demander un mentor, demander un mentorship, demander quelqu'un qui a déjà fait ça, demander de l'aide à quelqu'un qui a déjà fait ce que tu veux faire ou aller juste apprendre toi-même les compétences dont tu as besoin. Ça veut dire que si tu ne résous pas le problème, c'est comme si tu essaies de soigner des symptômes, mais tu ne soignes pas la vraie maladie. Ça veut dire que d'autres symptômes vont se créer, ça va revenir encore. Donc, il faut toujours aller au début. C'est quoi la raison? Pourquoi je suis en train de procrastiner? Il y a toujours un stress derrière. Qu'est-ce qui est en train de me stresser? Fais le tableau, fais l'évaluation. Qu'est-ce qui est en train de me stresser? C'est peut-être ce problème d'argent, c'est peut-être ce problème de famille. OK, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça pour essayer un peu de m'alléger, d'avoir moins de stress pour que je puisse travailler sur d'autres projets qui sont importants. Donc, ce que tu dis, c'est vrai, les compétences et les ressources, mais derrière, il y a toujours ces stress-là qu'il faut savoir identifier. Oui. À cela s'ajoute aussi le fait de ne pas savoir par où commencer. Tu vois, par exemple, si tu es face à une situation dans laquelle tu n'as jamais été et tu te dis, ah, OK, je ne sais pas par où commencer. Tu as peut-être les compétences, tu as les ressources, mais tu ne sais pas par où commencer. C'est pas nécessairement le stress, c'est juste l'ignorance des étapes à suivre. Et donc, je me dis, ça aussi, ça peut être une raison qui peut nous pousser à procrastiner. Et parfois, non seulement on ne sait pas par où commencer, on n'a pas les bons collaborateurs. Si on est entouré des personnes qui peuvent pas commencer et qui n'ont pas les talents qu'il faut ou qui n'ont pas cette capacité à te pousser, ça peut aussi être une raison de procrastiner. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. On peut toujours mettre ça aussi dans le bassin de compétences et des ressources aussi. Quand on n'a pas de personnes avec qui on peut travailler, c'est les ressources. Quand on ne sait pas par où commencer, c'est les compétences aussi. Peut-être l'information est là. Donc, je vais peut-être parler de ces points ici quand on va parler de ressources. Tu as encore une autre raison de procrastination? Sinon, on passe aux solutions. Bon, il y a beaucoup de raisons. Par exemple, si tu travailles avec un boss qui procrastine, naturellement, tu vas procrastiner. Donc, il y a plusieurs raisons. On peut ajouter à la liste, mais on ne va pas s'attarder, comme tu l'as dit, on ne va pas s'attarder aux raisons qui nous poussent à procrastiner. Je crois que chacun, dans sa situation, peut se retrouver dans les raisons qu'on vient d'énumérer et puis ajouter d'autres raisons. L'essentiel ici, c'est vraiment de prendre conscience de ça. Mais on va passer aux solutions, proposer les solutions. Donc, Moi, j'en ai
5. 5. Oh, super. Donc, on a Ouais. 9. OK, on y va. Et c'est quoi ta première solution pour arrêter de procrastiner? J'ai perdu la voix. La, Vas-y, je t'écoute maintenant. ok. La première solution, c'est vraiment de décomposer la tâche en plus petites tâches. Par Mhm, exemple, si tu as parlé de dissertation, tu vois, écrire une dissertation, ça demande d'écrire des mots. Bon, mhm, il faut faire la recherche, il faut faire la collecte de données, l'analyse des données. Maintenant, il faut aussi faire la revue de la littérature et puis commencer à écrire. mhm. Quand tu écris, là, on te demande généralement si tu as étudié dans une université anglophone, on te demande 20 000 mots, par exemple, pour une dissertation. Mhm. La première chose à faire, essaye de découper les tâches en plus petites tâches. Donne-toi un objectif, parce que quand tu te dis, 20 000 mots, c'est beaucoup. Donne-toi un objectif et dis-toi, OK, je vais travailler sur 200 mots. Aujourd'hui, je vais me focaliser sur vraiment 200 mots qui soient impactants. Donc, la première solution, c'est vraiment de décomposer vos tâches en petites étapes. Donc, au Mhm. lieu de travailler directement, se focaliser sur les 20 000 mots, histoire en 200, sur 200 mots par jour, par exemple, et puis tu vas atteindre ton objectif. Ouais, j'aime ça parce que peu importe la grandeur de la tâche, quand on arrive à les subdiviser en plusieurs Mhm. parties, on peut se concentrer sur les parties. Parce que parfois, ce qui fatigue aussi les gens, ce qui nous met aussi dans le stress, c'est quand on, on voit la grandeur de la tâche qui nous attend. Mhm. OK, on s'est dit, waouh, je dois faire tout ça, je dois passer par tout ça, par exemple. C'est comme si tu dois courir un marathon, par exemple. Tu t'es dit, waouh, je dois courir, c'est quoi? C'est 102 kilomètres, c'est 26 miles. Je crois que c'est dans les 50 quelques, un marathon. J'ai dit, je dois courir ces 50 kilomètres, par exemple. Mais après, tu t'es dit, OK, si j'essayais de courir chaque jour peut-être 2 kilomètres et le lendemain 3 kilomètres, 4 kilomètres et juste faire en sorte que mes pieds deviennent un peu plus fort pour soutenir ces 50 kilomètres que je dois faire. Donc, suivre une tâche, c'est toujours important parce que là, maintenant, on se concentre plus sur la grandeur de la tâche, mais on se concentre sur plusieurs petites tâches qu'on Ouais. est capable de faire, qu'on est capable d'accomplir. Et en accomplissant chaque petite tâche, ça nous donne cette confiance en soi qu'on peut aller à la prochaine tâche, à la prochaine tâche, à la prochaine tâche. Et jusqu'à un certain niveau, on se rend compte que, voilà, on a couvert tout le projet. C'est une très bonne solution pour les gens qui sont en train de travailler sur des tâches qui sont énormes et qui Ouais. devraient peut-être les subdiviser pour faire en sorte de se concentrer sur plusieurs petites tâches que une seule grande tâche. C'est ça. Applicable aussi pour les entrepreneurs qui travaillent sur leur business plan. Tu vois, quand tu fais Mhm, un business plan, il y a beaucoup de sections dans le business plan. Il y a le mhm, sommaire exécutif, mhm, l'introduction, l'analyse du marché. mhm, Si tu fais un business plan et tu as la flemme de le faire, tu peux appliquer le même principe hein, pour la mhm. rédaction du business plan ou même la rédaction d'un projet. Hein. Quand on rédige des projets, ça nous prend beaucoup de temps et parfois on peut avoir la flemme. Donc, appliquer ce principe, je crois que ça va vous aider. Ah, c'est Alors, super. c'est quoi ton premier point? Moi, ce que j'avais en premier point, c'est de savoir se pardonner soi-même. Je vais m'expliquer dans le sens où quand tu te rends compte que tu es en train de procrastiner, on a parfois tendance à nous très mal critiquer. On se critique très mal. Ou On culpabiliser. oui, on se culpabilise. Hum, On peut dire, ah ouais, je suis un procrastinateur. On a déjà parlé de ça, essayer de savoir distinguer l'identité et une habitude. Donc, ça veut dire qu'il y a une recherche qui s'est faite aux États-Unis euh, à l'école secondaire. C'est-à-dire que les élèves qui ont réussi, qui ont échoué à un test, ceux-là qui se sont pardonnés, qui se sont pas très culpabilisés, hum, étaient en mesure de réussir le prochain texte. Par rapport à ceux qui se sentaient un peu plus culpabilisés, dire que voilà, j'ai pas bien étudié, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela. Et donc, les chercheurs ont trouvé que si on est moins harsh sur nous-mêmes, si on est moins critique sur nous-mêmes, on se dit simplement que, OK, je suis un être humain, j'ai peut-être des stress, des choses qui me stressent. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai procrastiné. Je vais me rattraper, je vais faire ce que je dois faire pour avancer. Tu as plus de chances d'arrêter de procrastiner et d'être un peu plus productif
que si tu passais ton temps à te culpabiliser davantage, te traiter de tout le mot, tu vois, et te donner cette identité-là de procrastinateur, alors que c'est juste une habitude. Donc ça, c'est mon premier point, c'est qu'on doit être en mesure de réaliser que ce n'est pas notre identité. La procrastination n'est pas notre identité, c'est juste une habitude. Et voilà, on est dedans, c'est quelque chose qui arrive. Peut-être qu'on a des stress, on a des choses qui nous dérangent. On va faire ce qu'il faut faire pour sortir d'ici. Donc, on a plus de chances comme ça de sortir de la procrastination que de passer son temps à se lamenter, à se critiquer. Ça nous avance à rien. Ça, c'est mon point. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Il ne faut pas tout le temps culpabiliser parce qu'on n'a pas atteint son objectif ou parce qu'on n'a pas pris une action. Se culpabiliser reviendrait, par exemple, pour un athlète à abandonner quand il a un tournoi à faire, tu vois. Les athlètes, généralement, ils échouent beaucoup. Ce qu'on voit en quelques minutes, c'est le fruit de beaucoup d'exercices. Et donc, si par exemple, pendant qu'il s'exerce, avant d'arriver au championnat, il se pardonne pas, il va jamais arriver au championnat. Et donc, il faut se pardonner. Je suis d'accord avec toi, il faut savoir se pardonner et puis reprendre, parce que c'est pas la fin de la vie. Si on échoue, on se relève et on reprend de plus belle. Moi, mon deuxième point, c'est l'application de la règle de 5 minutes. Je sais pas si tu as déjà entendu parler. Quatrième point, parlons-en. C'est mon quatrième point. Comme tu l'as, on en parle. Vas-y. Oui. La règle de 5 minutes. Il m'arrive souvent d'avoir la flemme face à certaines tâches, certains aspects de mon boulot, par exemple. J'ai trop la flemme quand il s'agit d'appeler les clients. C'est pas mon point fort. Je vais appeler le client, je vois son message, je vois un email, mais j'ai juste la flemme au fait d'appeler le client. Je sais pas si ça t'arrive, si ça t'est déjà arrivé. Ouais, moi c'est plutôt dans l'exécution. Moi, je peux te sortir des idées géniales, je peux te sortir des idées et je peux te dire que voilà, on va créer un business, ça va nous rapporter 1 million. J'ai des idées, j'ai comment est-ce qu'on doit le faire. Mais je procrastine quand il s'agit maintenant de commencer ces projets, commencer de faire la première action. Tu vois. Oui. Donc c'est cette flemme là que j'ai parfois. Et donc, parfois, je me décide, je vais juste appeler un client pendant 5 minutes. Et avant que je ne le sache, j'ai appelé 3 clients. Tu vois, donc, la règle de 5 minutes consiste à se dire, OK, je vais consacrer 5 minutes uniquement à une tâche et voir si ça me plaît de faire cette tâche ou pas. Et généralement, quand c'est une tâche qui est importante, tu t'y plais et puis tu avances. Mais dans ton cerveau, quand tu décides de faire ça, en 5 minutes, généralement, tu vas plus loin. Un autre exemple que je peux donner, c'est le fait de ranger son bureau. Tu seras d'accord avec moi que avoir un bureau propre suscite la productivité. Quand tout est clean, quand tout est bien, ça te permet d'être plus productif. Mais parfois, ranger son bureau, une simple tâche comme ranger son bureau, peut causer on peut procrastiner cette tâche importante. Et donc, quand on se dit, OK, je commence par où? Je range les livres pendant 5 minutes. Quand je décide de ranger les livres pendant 5 minutes, avant que je le sache, j'ai rangé tout le bureau, j'ai balayé, j'ai tout fait, j'ai rangé mes choses. Donc voilà un peu la règle de 5 minutes. J'espère que ça peut inspirer des gens. Dans notre tête qui nous dit c'est beaucoup de travail, c'est ci, c'est cela. Mais quand tu commences à travailler, tu te mets dans ces bains-là. Tu te rends compte que tu prends de l'ampleur, tu prends de la vitesse et tu n'as plus envie d'arrêter. C'est pourquoi c'est 5 minutes. Tu te dis, OK, c'est quelque chose que je ne veux pas faire, mais je vais me donner juste 5 minutes. Je veux commencer à le faire. En commençant, parce que sur le première étape, c'est comme Martin Luther King dit, de 1000 pas, 1000 steps. Tu ne peux que commencer par le premier pas. Tu ne peux que faire le premier pas. Tu peux te dire, ah voilà, je dois monter cet escalier qui a 1000 pas. C'est impossible. Ça va me prendre beaucoup de temps. Tout ça, c'est pas important. Le plus important, c'est de commencer à faire ce premier pas-là. Et c'est là où la règle des 5 minutes intervient. Mais il y a aussi cette règle qu'on appelle la règle de 5 secondes. La règle de 5 secondes, moi, je l'ai appris, par exemple, si tu veux aborder une fille, disons que tu veux aborder une fille sur la route, tu te dis, voilà, tu n'es pas du genre, tu es un peu introverti, tu n'es pas du genre ouvert où tu parles aux gens et trucs.
À chaque fois que tu rencontres une fille, par exemple, que tu as envie de lui parler, tu as cette conversation dans la tête qui te dit, oh, peut-être qu'elle va te rejeter, tu vois. Oh, peut-être que c'est pas le bon moment, peut-être qu'elle est occupée, peut-être qu'elle est pressée, il y a des choses à faire. Le temps que tu laisses cette conversation continuer, ce qui se passe, c'est que tu ne vas plus prendre l'action, tu vas plus faire quoi que ce soit, tu vas passer, tu vas plus parler à cette personne-là. C'est le même principe. En fait, la règle 5, c'est quoi? C'est tu dois compter 5, 4, 3, 2, 1, et peu importe, tu dois prendre une action. Tu dois prendre une action. En fait, tu ne peux pas compter de 1 à 5. Tu ne dois compter que de 5 à 1. Pourquoi? La raison est que quand tu comptes de 5 à 1, tu actives la partie décisionnelle de ton cerveau. Parce que tu ne peux pas compter de 5 à 1 en dormant. C'est impossible. Mais tu peux compter de 1 à 5 en dormant. Parce que c'est quelque chose qu'on est habitué. C'est la partie émotionnelle de notre cerveau. On est déjà habitué à faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais pour que je puisse compter de 5 à 1, je dois être présent. Alors, le comptage de 5, 4, 3, 2, 1, ça, ce que ça fait, c'est quand cette conversation commence dans ta tête et que tu commences à compter de 5 à 1, tu interromps en fait cette conversation. Parce que cette conversation, c'est dans la partie émotionnelle de ton cerveau. Et quand tu commences à compter de 5, 4, tu interromps parce que tu passes dans la partie décisionnelle. Tu dois être dans ta partie décisionnelle pour compter de 5 à 1. Et quand tu as 1, automatiquement, tu dois prendre l'action. Tu dois approcher cette personne, tu dois commencer à parler. Peu importe. Parce que quand tu commences à parler, tu vas te rendre compte que tu es déjà là. Je suis déjà là. Je suis déjà en train de parler. Je ne peux plus fuir. Je ne peux plus partir, je ne peux plus trouver des raisons pour ne pas être là. Et tu vas te rendre compte que la personne est même plus réceptive, vous parlez, vous avez un bon moment et truc. Et c'est une règle qui peut s'appliquer dans tous les domaines de la vie. Il y a quelque chose qui te dérange, 5 secondes, 5, la règle de 5, tu comptes 5, 4, 3, 2, 1, tu te mets, tu commences à travailler l'action. Ça peut être lié à la règle de 5 minutes dont tu vas parler. Donne-toi 5 minutes, commence à travailler sur la chose. C'est juste l'action, parce que ces deux règles, 5 minutes ou 5 secondes, la base, c'est l'action. Quand tu commences, quand tu es dans l'action, tu entres dans ce qu'on appelle le flow state. Le flow state, c'est par exemple quand tu es en train de regarder un film, c'est un film très intéressant, et que quelqu'un t'appelle ou quelqu'un te parle, ou même quand tu es en train de lire un livre très intéressant, quelqu'un peut te parler, mais tu n'entends rien. Quelqu'un peut être une pièce avec toi, il te dit quelque chose, ou on appelle ton nom, mais tu n'entends pas. Pourquoi? Parce que tu es dans un flow state. Et pour entrer dans ce flow state, c'est un état où tu es en train de, je sais pas comment dire ça en français, mais tu es dans le flow. Ça veut dire que tu es vraiment engagé avec la chose que tu es en train de faire. Et en ce moment-là, la procrastination n'existe pas. Parce que tu es vraiment dans la chose que tu es en train de faire. Même si tu es en train, par exemple, de travailler sur un projet intéressant. Moi, ça m'arrive, par exemple, quand je suis en train de coder. C'est quand j'entre dans le flow. Ça veut dire que passer 4 heures du temps, j'aurais l'impression d'avoir fait juste 10 minutes. J'aurais l'impression d'avoir fait 10 minutes, mais j'ai passé 4 heures du temps en train de trouver une solution, en train de coder un projet, par exemple. Mais si tu me dis, je dois faire ce projet-là, je dois faire ce code-là, j'aurai toujours des raisons de ne pas le faire parce que je me dis, waouh, ça va me prendre je dois beaucoup réfléchir, je dois m'asseoir, ça doit me prendre du temps. Mais quand je le commence, j'entre dans le flow, j'ai plus envie d'arrêter. Et c'est important, ces règles, 5 minutes ou les 5 secondes, nous permettent de commencer cette action-là qui va nous amener dans le flow. Et quand on est dans le flow, dans l'état de flow, on oublie tout ce qui reste. On n'a même plus faim quand on est dans le flow. On ne sait même plus qu'on doit manger. Quelqu'un peut te dire, oh, j'ai travaillé sur ces projets pendant 24 heures, je n'ai pas mangé. Tu peux te dire, non, c'est faux. Si, c'est vrai. Parce que quand tu es dans le flow, tu n'as envie de rien. Tu es concentré dans ce que tu es en train de faire. Et pour arriver à cet état, il faut se dire, je me donne 5 minutes pour travailler sur ces projets. Si ça ne m'intéresse pas après 5 minutes, ok, je vais arrêter. Je me donne 5 secondes, je compte 5, 4, 3, 2, 1, je passe à l'action. Et tu vas te retrouver que dès que tu es déjà dans l'action, tu n'as plus envie d'arrêter. Et c'est sur ce flow-là où tu continues. D'où ces deux règles-là sont très intéressantes. Oui, je viens d'apprendre quelque chose de nouveau. J'avais jamais appliqué la méthode de 5 secondes. C'est-à-dire, avant de commencer, je compte jusqu'à 5 et puis je commence. Ou bien je fais un compte à rebours, tu vois, de 5 à 1. Et puis à 1, waouh, c'est intéressant. Quand je vais appliquer ça. C'est la recherche scientifique. Oui, c'est intéressant. Moi, ce que je vais ajouter à ce que tu viens de dire,
parce que quand tu as parlé de l'état de flow, tu es vraiment pas submergé, mais vraiment concentré dans l'action. Tu es vraiment dans l'action et tu te sens à l'aise. Tu le fais naturellement, tu te sens à l'aise dans l'action et tu es vraiment productif. Ce que j'ajouterais à ça, c'est d'éviter les distractions. Justement parce que à chaque fois que tu te sens concentré dans quelque chose, il peut y avoir des distractions. Par exemple, une notification, téléphone, un email qui entre, quelqu'un qui vient entrer dans ton bureau de manière impromptue. C'est tout ça. Il faut mettre en place des mécanismes pour minimiser au maximum les distractions. Tu vois? Par exemple, mettre son téléphone en mode avion ou encore désinstaller certaines applications. Tu en as parlé dans le podcast précédent. Instagram, c'est vraiment l'application qui nous distrait. Moi, ça me distrait beaucoup. J'ai décidé de désinstaller ça complètement. Mais parfois, tu es tenté à aller réinstaller. Bon, non, ça mais arrive. oui, c'est pourquoi tu dois toujours avoir tes règles. Par exemple, moi, ce que je fais, c'est que tout le jour de la semaine, je désinstalle Instagram. De lundi à vendredi, j'ai pas Instagram sur mon téléphone. Et le week-end, je les mets parce que le week-end, je me dis, OK, je me donne à fond les 5 jours de la semaine, lundi à vendredi. Que ce soit au boulot, que ce soit pour mes propres projets, je me donne à fond. Il n'y a pas trop de distractions. Et le week-end, je dois me relaxer un peu. Je réinstalle Instagram, je peux regarder. Même si le week-end, je travaille sur certains autres projets, mais je suis pas à fond, à 100%. Je peux avoir Instagram. Et comme tu as dit, c'est au maximum les distractions, parce que le flow, c'est un état. C'est un état. Et chaque distraction, pour entrer dans le flow, ça prend du temps. On n'entre pas dans le flow juste en commençant à travailler. Ça prend du temps pour que tu entres dans cet état-là. Et à chaque distraction qui te sort du flow, ça va te demander encore beaucoup plus d'énergie pour revenir dans le flow. Donc, c'est important de savoir limiter les distractions de manière à ce que quand tu es dans cet état de flow, tu continues à travailler. Tu prends cet avantage-là et tu travailles à fond. Et il n'y a rien qui te stoppe ou te sort de cet état-là. Par exemple, une notification dont tu as parlé, un appel qui n'est même pas important, qui pouvait attendre. Donc, c'est important de gérer nos distractions. Oui, juste un autre point que je voulais ajouter, c'est développer le discernement. Parfois, certaines tâches nous viennent, mais on n'arrive pas à discerner si elles sont importantes ou urgentes. Et donc, ce discernement-là, on revient toujours à la partie décisionnelle du cerveau qui te dit, cette tâche, elle est urgente ou cette tâche, elle est importante. Si c'est quelqu'un qu'on doit amener à l'hôpital urgemment, tu sais que tu dois arrêter, même si tu es dans un état de flow, ta femme, ton enfant ou quelqu'un de proche tombe malade, c'est urgent. Donc, il faut aller amener cette personne à l'hôpital. Donc, c'est ce discernement-là qu'il faut développer et puis, voilà, agir, éviter la procrastination. Tu peux pas procrastiner quelque chose d'urgent. Il y a un incendie chez toi pendant que tu es en train de faire un podcast. Tu vas arrêter le podcast parce que c'est urgent et important. Donc, je voulais juste ajouter J'aime ça parce que, en fait, ce point-là. ce que ça montre, c'est dire que parfois, pour résoudre nos problèmes de procrastination, on doit rendre urgent certaines choses. Parce que l'urgence nous pousse à agir maintenant. C'est comme ça, par exemple, c'est comme on a dit au début, tu peux avoir une dissertation. Normalement, à l'université, quand tu commences un nouveau cours, on te donne déjà la dissertation, ce que tu dois remettre. Et tu as normalement 3 mois pour le faire. Mais d'habitude, tu vas voir tous les étudiants, ils sont à la bibliothèque et la dernière semaine avant la soumission. Parce que à ces moments-là, quand on t'a donné 3 mois pour remettre le projet, c'est pas urgent, ok? C'est-à-dire que la procrastination vient, tu te dis, ouais, c'est pas urgent. Mais quand il te reste une semaine, il y a cette urgence et tu vas voir tout le monde est là en train de travailler parce que ton cerveau sait que c'est urgent. Si c'est possible de jouer avec ton cerveau, de lui montrer quelque chose est urgente, ça peut être aussi une solution à la procrastination. C'est vrai, donc créer ce sens d'urgence. Mais en même temps, ce sens d'urgence je m'imagine dans une entreprise où, par exemple, toutes les actions créent ce sens d'urgence, ça peut devenir toxique, non? Qu'est-ce que tu en penses? Si tout devient urgent, on va plus se concentrer sur
les choses importantes, à mon avis. C'est pas ce que toi t'en penses. Non, ça c'est vrai aussi. Mais tout ne peut pas être urgent. C'est-à-dire, il y aura toujours une classification. Même parmi les urgents, il y a le plus urgent, il y a le moins urgent. C'est-à-dire que tu peux toujours classifier les urgences. C'est important de les dire parce que on peut pas vivre dans une culture d'urgence. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on n'est pas en train de bien gérer. S'il y a tout le temps urgence, à moins que tu travailles dans les urgences, ce n'est pas. Pourquoi. Si tu veux finir cette dissertation 1 mois avant la date limite, tu peux le faire. C'est dans la planification. Si tu planifies. C'est-à-dire que si tu te retrouves en urgence en 1 semaine de la soumission, ça veut dire que en amont, tu as mal géré. Tu as mal géré les temps. Tu n'as pas planifié. C'est pourquoi tu te retrouves dans cette situation d'urgence. Donc, on peut planifier. L'urgence, c'est vraiment en cas de besoin. Je me dis, okay, je dois forcer mon cerveau à croire que ça, c'est urgent pour que pour que je le fasse. Ou sinon, pourquoi se mettre dans des situations d'urgence? Pourquoi ne pas bien planifier les choses comme tu as parlé? Par exemple, ton premier point, c'était subdiviser les tâches. Si j'ai 3 mois, je peux subdiviser ça en plusieurs semaines. C'est dire qu'est-ce que je dois accomplir chaque semaine. Et chaque semaine, comme j'avance, j'accomplis ce que je dois accomplir. Et à la fin, j'aurai pas d'urgence parce que j'avais bien planifié et j'ai bien exécuté. C'est la planification et l'exécution. Ça t'évite les urgences. Si on peut dire ça comme ça. Qu'est-ce que tu as en point 3? Je t'ai perdu, j'ai plus le son. Je t'entends plus. Ça revient. Ouais, je t'entends maintenant. Oui, bon, on va couper cette partie-là. Ouais, on va couper. Vas-y. Oui. Donc, je disais, mon prochain point, c'est identifier la vraie raison de votre procrastination. Je l'ai aussi. Moi aussi, j'ai le même point. J'ai le même point avec toi. Oui, et la vraie raison, je crois qu'on a parlé au début des raisons, hein. On a parlé de plusieurs raisons de procrastination. Entre autres, on a parlé de manque de compétences ou manque de ressources. On peut procrastiner parce qu'on n'a pas toutes les informations nécessaires avant de se lancer. Par exemple, tu peux avoir une idée de lancement d'un business. Tu peux procrastiner tout simplement parce que tu maîtrises pas les contours de ce business. Et donc, ici, il faut vraiment identifier la vraie raison de votre procrastination. Ça peut juste être un manque d'information. Et donc, il faut aller chercher l'information pour se lancer. Ou se faire coacher pour se lancer. Ou se faire accompagner par un mentor pour se lancer. Ou encore aller chercher une information sur Internet avant de se lancer. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Comprendre les contours de votre action avant de la mener. Ouais, je pense qu'on a vraiment couvert. J'ai le même point aussi. Je crois qu'on a vraiment couvert ça à la première partie de cet épisode où on a parlé des raisons. Savoir ce qui nous stresse parce qu'on a dit la fin, la procrastination revient au stress. OK? Ça veut dire peut-être le stress qui n'est même pas lié au projet que tu dois faire ou à ce que tu dois faire. Mais c'est d'autres stress de la vie que tu as derrière la tête, ce qui fait en sorte que à ces moments-là, tu n'as vraiment pas envie de faire quelque chose de productif. Tu as juste envie de te détendre, de te distraire, de choses comme ça. Cette évaluation-là, elle est très importante. Évaluer, savoir, c'est dire qu'est-ce qui me stresse. Par exemple, si je dois faire ça, cet exercice-là maintenant, par exemple, je dois travailler sur un projet d'un cours en ligne. Mais je te dis, je ne fais que procrastiner. Je ne fais que procrastiner. J'ai déjà le contenu du projet. Je dois le structurer. Je dois commencer à shooter, trucs. Je ne fais que procrastiner. Et si je dois faire cet exercice-là maintenant, c'est dire, OK, qu'est-ce qui me stresse en fait par rapport à ça? Et je vais me rendre compte que je suis en train de faire mon master. Ça me stresse un peu parce que j'ai des cours un peu plus difficiles que je suis en train de faire. Ça me stresse. De l'autre côté, et presque 3 dissertations à soumettre dans 3 mois à l'université, ça me stresse. Il y a la vie de famille aussi. Parfois, tu as besoin de ça, tu as besoin de ça. C'est un peu de stress. Et tout ça, par exemple, ça fait en sorte que je suis en train de retarder ce projet de mes dissertations. Ça veut dire, OK, ça va un peu diminuer le stress que j'ai de tous ces deux côtés. Ça va me laisser le temps de pouvoir maintenant me focaliser sur ces projets de cours en ligne. Donc, cette évaluation, elle est vraiment importante parce qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose où tu te dis, oh, je dois faire ça, mais je n'arrive pas à le faire, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui n'est même pas lié à ça
qui est en train de stresser. Et trouver ces réponses-là te permet de trouver des solutions à ces problèmes-là pour essayer un peu de dégager la voie dans ce que tu dois faire. Ouais, c'est vrai, hein. Le mot clé qui me revient ici, c'est priorisation. Priorisation. Tu as beaucoup de choses à faire, tu as des dissertations à faire, tu as la vie de famille à gérer, tu as tes projets perso, tu as le travail à faire, tu dois avoir de l'argent. Et donc moi, je dirais, pour ajouter à ce que tu viens de dire, il faut juste prioriser et te dire, OK, par rapport à l'étape où je me trouve dans ma vie actuellement, qu'est-ce qui est plus prioritaire? Et puis tu classes ça. Après, tu peux appliquer les autres astuces, comme la règle de 5 minutes. Mais en tout cas, c'est une question de priorisation, à mon avis. Tu priorises, tu as beaucoup de priorités, mais dans ces priorités-là, tu priorises, tu fais la priorité des priorités. Il y a un outil qui est très connu, c'est la matrice d'Eisenhower. Je ne sais pas si tu connais. C'est la matrice qui te montre 4 cadrans. Il y a le cadran des choses qui sont urgentes et le cadran des choses qui sont importantes. Donc, dans les 4 cadrans, il y a un cadran qui est urgent et important, urgent et pas important, urgent, pas urgent, pas important. Donc, tu utilises cette matrice-là, d'Eisenhower pour déterminer le niveau d'urgence et d'importance de chaque tâche. Et puis, tu les cases comme ça. Après, tu peux te mettre à appliquer les autres astuces comme la règle de 5 secondes, 5 minutes. Voilà. Je vais aussi ajouter la planification hebdomadaire. Tu vois, je crois qu'on en a parlé dans les épisodes précédents. Quand tu regardes toutes tes priorités, comment tu les planifies dans ta semaine, ça va te donner une certaine tranquillité en sachant que voilà, dans ma semaine, pour ma famille, j'ai planifié une sortie pendant 2 heures. Après cette sortie-là, bon, tu sais que c'est par exemple un vendredi soir. Et tu en discutes avec ta partenaire ou ton partenaire pour les femmes et les homosexuels. Voilà, c'était une parenthèse, hein, c'était pour rire. Voilà, donc tu planifies ta semaine et tu mets tes priorités dans la semaine et puis tu vois comment ça marche. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, donc c'est le jeu de priorités, comme tu l'as dit, parce qu'à la fin, quand tu fais cette évaluation où tu trouves les réponses à ce qui te stresse, ce qui te pousse à procrastiner, et c'est après maintenant que tu commences à résoudre d'abord ces problèmes-là, parce que la procrastination, c'est pas vraiment un problème. Le problème, c'est ce qui se cache derrière la procrastination. Pourquoi on est en train de procrastiner? Et si on se pose ces questions-là, on trouve des réponses, on essaie maintenant de prioriser les choses, on essaie maintenant de trouver des solutions à ces problèmes-là pour dégager la voie, ce qui nous permet de nous concentrer à ce que nous devons faire. Je pense, on tend vers la conclusion. Qu'est-ce que tu as pour le point 4? Bon, pour le point 4, moi, je pense que c'est le plus important, hein. C'est créer un système de productivité. C'est important d'avoir un système de productivité où tu sais que voilà, c'est ça le système qui marche pour moi et je vais le suivre. Il y en a qui utilisent des outils de gestion de projet. Il y en a qui utilisent leur Outlook. Il y a d'autres qui utilisent Microsoft Excel, d'autres qui utilisent des checklists. Peu importe, mets en place un système de productivité qui te permet d'avancer. Donc, c'est vraiment important pour arrêter la procrastination. Mets en place et applique à la lettre un système de productivité. J'aime ça. Moi, j'utilise le Pomodoro technique. Je sais que tu as déjà entendu parler de ça. Le Pomodoro technique, c'est, par exemple, j'ai une application sur mon téléphone. Là, par exemple, j'ai 25 minutes. Si ça commence à compter. J'ai 25 minutes de me focaliser sur quelque chose sans distraction, sans téléphone, sans quoi que ce soit, pendant 25 minutes. Et à la fin de 25 minutes, j'ai 5 minutes où je me relaxe. Je peux aller sur Internet, je peux aller sur Instagram, je peux aller sur tout ce qui est comme distraction. Et après les 5 minutes, j'ai encore 25 minutes où je suis focus, sans distraction. J'utilise ça quand je suis à la bibliothèque, j'utilise ça pour lire, et j'utilise ça aussi pour travailler
sur mes projets. Les 25 minutes, c'est des 25 minutes sans distraction où je ne fais rien d'autre, je ne parle à personne, je travaille. Je ne fais que travailler pendant 25 minutes. Et tu as 5 minutes de pause. Tu peux sortir, marcher, et tu reviens, tu as encore 25 minutes comme ça, 4 fois. Et dès que tu finis, tu as 25 minutes de repos où tu peux te distraire. Alors, ça s'appelle le Pomodoro technique. Ouais. Il y a des applications, tu peux télécharger des applications. Ce que ça fait, c'est que quand tu dois t'amuser ou tu dois te distraire, tu vas les faire sans culpabilité parce que tu sais que tu as déjà fait 25 minutes de travail. Tu te focus. Tu vas le faire vraiment sans culpabilité. Et ce que ça fait aussi, c'est que moi, souvent, c'est que je ne prends même plus le pause. Quand je commence, je ne prends plus les 5 minutes de pause parce que j'entre dans le flow. J'entre déjà dans le flow. Je ne m'arrête plus. C'est ce qui est bien avec ça. Donc, comme tu as parlé des outils techniques, chacun doit trouver ce qui marche pour lui. Moi, personnellement, cette technique de Pomodoro qui marche pour moi, j'ai 25 minutes où je suis focus. J'ai 5 minutes où je fais n'importe quoi. Je reviens, j'ai encore 25 minutes comme ça 4 fois. Et j'ai 25 minutes de repos où je peux vraiment faire n'importe quoi. Et à la fin, j'ai toujours cette sensation, ce sentiment d'accomplissement parce que j'ai été focus, j'ai travaillé sur quelque chose et j'ai le droit de m'amuser maintenant, j'ai le droit de me relaxer. Et les outils, c'est vraiment important. Il y a certaines personnes qui te disent, ils se réveillent à 4 heures du matin, ils font du sport peut-être et ils travaillent jusqu'à 8 heures avant que les enfants se réveillent et trucs. Et ces temps-là, ces 3 heures de temps, les 3 heures de temps, ça leur donne cette liberté, eux-mêmes focalisés sur leur travail. Et tout ce qui se passe après le reste de la journée, ça ne compte pas parce que le travail important, il a déjà fait avant 8 heures. Il a déjà accompli avant 8 heures. Et d'autres personnes vont te dire de bloquer, par exemple, 4 heures du temps de travail. Dans la journée, bloque 4 heures où tu ne fais que, tu éteins ton téléphone, tu te mets et tu commences à travailler. Travaille sur ce que tu dois travailler. Et si tu le fais, ça devient une habitude pour toi. Tu vas devenir très productif parce que tu auras des résultats à montrer. Donc, les outils, c'est toujours important de savoir ce qui marche pour toi. En tout cas, merci pour ce partage-là. Je suis intéressé de voir l'application. Si tu me donnes le nom de l'application que tu utilises dans ton téléphone, l'application s'appelle Focus. Ça s'appelle Focus. Ça s'appelle Focus. Donc, tu peux voir, j'ai un timer. Tu as aussi un calendrier où tu peux écrire ce que tu dois faire. Tu as si tu as des tâches à faire, tu peux écrire les tâches que tu peux cocher. Par exemple, dès que tu les accomplis, tu coches. Parce que plus tu écris les tâches que tu dois faire, ça reste dans ton cerveau. Tu restes concentré. Et à chaque fois, je regarde qu'est-ce que je n'ai pas encore accompli. OK, je peux enlever ça. Je peux checker ça aujourd'hui. Je le fais. Tu vois? Et c'est vraiment bien parce que ça te donne un peu... parce que tu peux voir, par exemple, si je vais... ce mois de janvier, par exemple, tu peux voir, j'ai été focus pendant 8h41 minutes. Donc, pendant 8h41 minutes, j'ai travaillé sans distraction en utilisant l'application. Et c'est une application Je pensais que c'était peut-être en one-time payment. Non, c'est gratuit. J'imagine qu'il y a une option pro où il faut payer et tout. Oui, il y a une option toujours. Il y a toujours une option pro où il faut payer. Mais j'utilise la partie gratuite. Le pro, c'est juste pour que tu puisses avoir un aperçu, par exemple, juillet ou par semaine de ta productivité. Mais moi, je n'utilise pas. Je regarde juste le mois, par exemple, ce que je t'ai montré. C'est juste le mois. Exactement. Le réparti, exactement. Donc, tu as, par exemple, et l'application s'appelle Focus Keeper. Focus Keeper. Focus Keeper. En français, c'est garder le focus. C'est ça le nom de l'application. Donc, elle est gratuite. Mais il n'y a pas seulement ça. Si tu vas sur le App Store, tu cherches Pomodoro, tu verras, il y en a des milliers d'applications qui te permettent de... Le Pomodoro, c'est une technique pour, en fait, résoudre le problème de la procrastination. C'est un des outils. Qu'est-ce que toi, t'en penses? Ouais, je crois que ceux qui nous suivent, j'ai appris beaucoup de choses. Même nous-mêmes, personnellement, on a appris beaucoup de choses. On a appris beaucoup de choses en partageant comme ça. La chose que les gens doivent juste retenir, c'est que ce n'est pas une identité. La procrastination n'est pas une identité, c'est une habitude. Toute habitude, on peut changer les habitudes. Il suffit juste de se mettre
et de faire cette évaluation, de savoir pourquoi on est en train de procrastiner. Parce que sinon, ça serait juste guérir les symptômes, mais n'est pas guérir la source, les causes de la maladie. Donc, c'est important de savoir pourquoi on est en train de procrastiner et essayer d'abord de résoudre ces problèmes-là qui nous poussent à procrastiner. Parce que si on est dans un état de joie, on parle même pas de la procrastination. Parce qu'on est vraiment serein, on est bien, on a la force, on a de l'énergie pour faire de nouvelles choses. Alors, c'est toujours important de savoir pourquoi on est en train de procrastiner. Et après, on a donné plusieurs solutions ici, des outils techniques, qu'on peut appliquer pour éviter la procrastination. Et le dernier point que j'avais, moi, c'était de se poser la question de savoir le futur soi. Qu'est-ce que le futur soi attend de nous? Ça veut dire que le temps que nous sommes en train de passer à procrastiner, qui sont en train de payer pour ça? Qui sont en train de payer? Nous-mêmes, nous payons pour ça, mais il y a ceux-là qui nous sont chers, qui sont aussi en train de payer pour ça. Et c'est notre futur qui est en train de payer pour ça aussi. Et si on veut être ce qu'on veut devenir dans le futur, on veut être cette personne qu'on veut dans le futur, c'est le moment de faire cet investissement-là. Maintenant, de résoudre ces problèmes de procrastination, d'être un peu plus actif, plus productif, et notre futur nous remerciera de ces sacrifices que nous faisons aujourd'hui. Oui, j'aime beaucoup ce que tu viens de dire. Une bonne note. Il y a une statistique, je ne sais pas quel cabinet a fait ces études, qui démontre que 40% de personnes qui ont connu des pertes financières, c'est dû à la procrastination. En entrepreneuriat, 40% d'entrepreneurs qui ont connu des pertes financières, c'est à cause de la procrastination. Donc, il faut penser à ça. Il faut penser à ce que vous perdez quand vous procrastinez. Vous perdez un futur du meilleur vous, mais aussi vous perdez aussi en termes d'argent en procrastinant. Donc, il faut y penser et puis arrêter de procrastiner en appliquant les différents principes qu'on a élaborés et les astuces qu'on a partagées. C'est super. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui nous suivent aussi qui ont des conseils à donner. Mettez-les en commentaire. Nous apprenons de tout le monde. D'autres aussi peuvent apprendre peut-être quels sont les outils que vous utilisez, quelles sont les stratégies que vous, personnellement, vous utilisez pour combattre la procrastination. Voilà. Pour nous, c'était ça le pote pour aujourd'hui. Donc, on vous voit à notre prochain épisode. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Bye, tout le monde.